Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille, en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je reprends le rythme et me voici déjà avec une nouvelle interview. Tous les 15 jours désormais, le mercredi, il y aura une nouvelle interview. J'espère que je vais réussir à garder ce rythme toute l'année, on verra bien. J'espère aussi évidemment que vous serez au rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup pour déjà ces premières écoutes et vos premiers retours en cette rentrée de septembre pour la 7e saison du podcast. Aujourd'hui, j'accueille Jennifer. Jennifer et sa famille ont déjà réalisé 2 longs voyages, on va dire. Un premier long voyage itinérant en 2021-2022 sur une année scolaire, et puis un deuxième voyage qui devait être un petit peu itinérant pour une partie et qui finalement s'est soldé par une année scolaire complète passée à Palma de Majorque, un peu comme une petite expatriation finalement, ou plutôt émigration. Et donc Jennifer va nous parler de ces 2 longs voyages, de ce que ça a apporté à sa famille, et aussi de tous les freins et toutes les pensées limitantes qui ont un petit peu pollué, on va dire, je mets quand même pollué entre guillemets, mais qui ont pollué leur préparation, surtout avant le premier voyage, avant la première aventure. J'en avais déjà parlé un tout petit peu, moi, dans les préparatifs de notre tour du monde, et c'est vrai que lorsqu'on reçoit des questions ou des remarques de la part de notre entourage, plus ou moins proche, eh bien, ça nous fait réfléchir, ça nous tracasse un peu, ça nous empêche un peu. Déjà que quand on se projette dans un projet de cette ampleur, on a nous-mêmes nos peurs et nos doutes, et parfois l'entourage, sciemment ou inconsciemment, en rajoute une couche. Et quand Jennifer nous a proposé de parler de ce sujet un peu plus en particulier, j'ai saisi l'occasion, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais abordé aussi longuement, et c'est un élément quand même important, et vous vous en doutez, la conclusion c'est que, je peux déjà vous la dire en fait à l'avance sans trop spoiler, évidemment le jeu en vaut la chandelle, mais bien sûr, et comme toujours, on s'attache à partager finalement la vérité et la réalité de ce que c'est qu'un long voyage, et donc ce n'est pas toujours tout rose, et parfois on peut avoir des complications, en tout cas des peurs et des doutes qui s'ajoutent avant même d'être parti. Et c'est donc le sujet principal de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jennifer, bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Bonjour, merci. Je suis ravie de t'accueillir. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé la première fois et enfin on a réussi à trouver un petit créneau pour enregistrer. Donc ça me fait bien plaisir. On est lundi matin et on commence très bien la semaine. Pour commencer, donc Jennifer, traditionnelle question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, toi, ta petite famille et éventuellement déjà dire un petit mot des voyages que vous avez faits et dont on va parler? Oui, bien sûr. Alors, écoute, donc je m'appelle Jennifer, j'ai 42 ans. Je suis mariée à Guillaume et je suis maman de 3 enfants. Donc Naya qui aujourd'hui a 9 ans, Maë qui a 7 ans et la petite dernière, notre petit bébé voyage, je t'expliquerai pourquoi, Amalia qui a 2 ans et demi. Donc, alors je travaille, je sais pas si on a le droit de citer, je travaille dans une très grande entreprise ferroviaire. Je pense oui, qu'on a besoin de citer le nom. Une grande entreprise ferroviaire française. Voilà. Et je fais de la gestion de projet. Et je suis également fondatrice des éditions Barbule, une petite maison d'édition. Et je suis également autrice d'albums de jeunesse et passionnée de voyage. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de casquettes. Voilà. Et mon mari est consultant en immobilier et on habite à Montpellier depuis 10 ans maintenant. Ok. Voilà. Ok. Et alors, vous avez déjà réalisé 2 grands projets de voyage, j'ai envie de dire. Oui. Probablement plusieurs autres plus petits projets de voyage, mais donc on va se concentrer un peu sur les un peu plus gros. Raconte-nous tout. Où est-ce que vous êtes partis, quand, comment, combien de temps? Alors, le premier voyage, on est parti en septembre 2021, on est rentré en juillet 2022. Donc, à cette époque-là, on n'avait que 2 enfants.
Donc, on avait Naya qui, quand on est parti, avait 5 ans, et Maë qui avait 3 ans et demi. C'était pour te situer un petit peu pendant la période Covid, mais la deuxième période Covid. Ouais. Donc c'était pendant cette période-là et voilà. Et on est parti une petite année plutôt en mode voyageur itinérant, c'est-à-dire que on faisait pas des sauts de puce, mais voilà, on avait prévu un itinéraire. Donc on est parti, on a commencé par les Baléares, on a fait Majorque, Minorque. Ensuite, on est parti au Mexique. On est resté quelques mois au Mexique. Ensuite, on est remonté par New York, Miami, et puis on a posé les valises chez mon frère au Québec. Voilà, donc tout ça, ça nous a occupé, on va dire, une année scolaire. Et donc c'est l'époque de notre bébé voyage, puisqu'on est parti à 4 et en fait on est rentré à 5 puisque j'avais la petite dernière dans le ventre. Et le deuxième voyage, eh bien il est tout frais puisqu'on est parti en septembre de l'année dernière, donc septembre 2024, et on est rentré fin juin. Ok, voilà, donc de nouveau une petite année scolaire, quoi. Voilà, une petite année scolaire, sauf que cette fois-ci, on a posé les bagages à Palma de Majorque. On pensait y rester 6 mois et ensuite partir se promener en Italie, en Sicile, parce qu'on aime beaucoup aussi bien manger. En Italie, on mange bien. Donc, on aime bien cumuler les destinations un peu complètes où il y a la bonne nourriture, des belles choses à visiter et puis pas très loin aussi de la famille. Donc, on pensait ensuite faire un petit tour en Sicile. Et puis, en fait, une fois qu'on a posé les valises à Palma, on s'est dit que ce serait pas plus mal d'y rester une année, de faire profiter aux enfants d'une forme de stabilité pendant leur année scolaire, voilà, qui rentre bien aussi dans l'apprentissage de l'espagnol. Et voilà, on s'est dit, bon, l'Italie, de toute façon, on y va assez régulièrement, donc on va plutôt expérimenter cette fois-ci la sédentarité à l'international. Ouais, ok. Donc les enfants sont allés à l'école pendant cette année? Tout à fait. Les grands sont allés à l'école. Moi, j'avais envie d'une école plutôt comment dire, je voulais pas un cadre trop rigide, donc on les a mis dans une école à pédagogie alternative Waldorf-Steiner. Donc ils avaient école de 8h à 14h toute la semaine et c'était dans un cadre assez nature avec voilà une équipe enseignante très attentive au bien-être des enfants. Donc ils étaient vraiment il y avait beaucoup de bienveillance dans cette école et moi, en tout cas, en tant que maman, enfin même mon mari, on était rassurés de les parachuter un peu dans cette école où finalement, je me rappellerai toujours de Maë qui me dit mais maman, si j'ai envie de faire pipi, qu'est-ce que je dis? Parce qu'il savait même pas parler, il savait même pas dire ça. Donc je lui ai dit mais t'inquiète pas mon chéri, je suis sûre que tu vas trouver des solutions. Au pire tu le dis en français, je pense que c'est international, on comprendra. Et donc ils se sont très bien acclimatés. Ils sont très vite rentrés dans la langue. Aujourd'hui, ils parlent très très bien espagnol. Ouais. Et la petite dernière, elle était dans une garderie. Et ça s'est aussi très bien passé. Quand on est rentré là, il y a encore un mois et demi, elle nous disait un mot sur 3 en espagnol. Bon, après ils perdent vite. Enfin, en tout cas à cet âge-là, à 2 ans et demi, ils perdent vite. Mais voilà, ça a été une super expérience aussi. Ouais, j'imagine. Et juste pour nous situer un tout petit peu, d'un point de vue professionnel, comment vous vous organisez? Parce que du coup, vous êtes partis quand même 2 fois un an sur des périodes assez rapprochées, quand même, l'air de rien. Comment ça se passe pour vos boulots? Alors, mon mari, donc lui en tant que consultant immobilier, alors la première fois qu'on est parti, il ne travaillait pas. Il était, en fait, à la base. On est venu sur Montpellier, on vivait à Paris et quand on a déménagé, moi j'ai été mutée et lui il a quitté son emploi et comme on a eu donc les 2 bébés rapprochés, on s'est dit bon, il faut Montpellier n'étant pas une ville où le bassin économique est très très développé, on a fait un peu les calculs et on s'est dit
ça sera beaucoup plus serein, plus simple et plus intéressant pour nous d'avoir que l'un d'entre nous s'arrête de travailler pour prendre soin des enfants. Et donc, mon mari ne travaille pas à cette époque-là. Donc, ça a été plus simple de s'organiser. Et moi, j'ai posé un congé sabbatique la première fois. Ouais. Et pour ce deuxième, là, pour le dernier voyage, j'ai profité, en fait, du congé parental. C'est ce qui a fait d'ailleurs que on est rentré en 2022 et qu'on est reparti en 2024. On pensait pas repartir aussi vite, mais j'ai dit à mon mari, là en revanche, des congés, je vais pas pouvoir en poser 150 tous les 2 ans comme ça. On a une fenêtre de tir pour le congé parental, donc il faut que ce soit maintenant, quoi. Donc on est reparti comme ça. Ok. Et du coup là, ton mari pour le deuxième voyage, il avait retrouvé du boulot entre deux ou Il avait non. Okay. Non, pas oui, donc du coup ça facilitait. Bah ouais, c'est chouette. Et et à Palma, du coup vous avez profité de vos enfants au moins tous les après-midi, j'imagine. Oui. Alors c'était un rythme un petit peu le rythme espagnol. Moi j'ai eu du mal à m'y faire parce que on les récupérait à 14h, on rentrait, on mangeait. Et ensuite, donc tu sors de table, il est 15h30. Tu te poses, tu te laves les dents, tu te dis bon alors qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Et il est déjà 16h. Ouais. Donc oui, on profitait, mais en même temps c'était plutôt c'était assez intense en fait, avec le sport, tout ça à côté. Ils ont voulu tester plein de choses, du kayak, de l'escalade. Donc oui, on profitait bien de nos enfants, et c'est ça aussi l'intérêt des voyages, c'est qu'on est vraiment très très on est dans notre petit cocon familial, hein, donc on vit les choses de manière beaucoup plus intense. C'est pas forcément reposant, mais oui, c'est extrêmement précieux tous ces moments-là, quoi. On va en venir quand même un peu au sujet dont on s'était dit qu'on en ferait le sujet principal de cet épisode. Quand tu nous avais contacté la première fois, tu avais un petit peu, t'avais déjà évoqué le sujet des pensées limitantes qu'on a tous, je pense, c'est assez normal, avant de partir, ce qui empêche finalement de mener des projets. Donc nous, ici, on parle de projets de voyage, évidemment. Probablement que ce qu'on va dire pourrait s'appliquer dans bien d'autres sujets de la vie, mais bon, on va peut-être pas faire un épisode de psychologie générale. Dans votre cas, déjà, d'où est venue cette envie de partir ? Pourquoi vous avez décidé à un moment donné de se dire ok, on part pendant 10 mois et on va se balader avec nos enfants? Alors déjà, je dirais que initialement, on ne l'a pas décidé. C'est-à-dire que je l'ai décidé. Okay. Et j'ai tout fait pour convaincre mon mari. Il faut savoir que lui comme moi, avant de se connaître, on avait chacun mené notre vie. On avait chacun vécu une expérience de voyage très enrichissante, mais vraiment chacun de notre côté, beaucoup plus jeune, sans enfants, donc mode un peu sac à dos, sans beaucoup de ressources, auberge de jeunesse ou à sillonner un peu. De mon côté, j'étais plutôt partie du côté de l'Asie. Et lui, il avait fait un petit road trip en Amérique du Sud. Voilà, donc ça avait été pour lui comme pour moi une expérience fantastique en termes de voyage, plus chaotique avec nos partenaires de l'époque, mais bon, ça fait partie de l'expérience. Et donc on avait tous les deux quand même gardé un bon souvenir de ces voyages et quelque chose de plutôt formateur de toute façon dans la vie. Et en fait, quand on a eu nos enfants, il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qui se déclenchent quand t'as tes enfants. T'as envie de leur apporter le meilleur. Et puis là, comme je te disais, c'était la période Covid, donc avec beaucoup de choses on a tous été un peu surpris par cette période-là, par cette contrainte, cette absence de liberté. On venait quand même toucher à des droits, qui étaient sensibles. On s'est tous un petit peu. Il y a eu plein de déménagements. Je me rappelle, les gens partaient, ils allaient dans des maisons de campagne et tout. Enfin, ils achetaient. Bref, on a tous eu envie de se remettre un peu en question, de remettre un peu en question nos vies. Et puis moi, comme je le dis assez souvent, j'ai la chance de ne pas forcément être épanouie dans mon travail. Et du coup, ça m'amène à réfléchir en fait à d'autres sources d'épanouissement.
Et donc je réfléchis à ce qui peut me permettre d'être heureuse d'une autre manière, de m'épanouir, et en fait l'idée des voyages, elle est assez vite arrivée dans tout ce contexte un peu, voilà, c'est le Covid, c'est horrible, c'est compliqué, je suis pas bien au boulot, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, hop, on s'en va. Et donc je suis arrivée vers mon mari et je lui ai présenté ce que je trouvais être l'idée de l'année, en fait. Ouais, bien sûr. Et lui, il lui a pas du tout réagi comme moi. Moi, j'étais très très contente de lui proposer cette aventure, de partir à l'aventure avec nos petits loulous tout jeunes à cette époque. Et il m'a dit oh là là, mais non. Et c'est là que je dirais que les pensées limitantes sont venues un petit peu nous contraindre, parce que en fait, il était d'accord avec moi sur le fait que oui, c'est génial de voyager, mais et là, il y a plein de choses qui te viennent à l'esprit. Tu te dis, mais attends, voyager avec des enfants, ils ont 5 ans, ils ont 3 ans et demi, il va falloir les porter, va falloir se trimballer, les poussettes, les machins. Oh non, ça va être compliqué. C'est la première pensée limitante, et tu te dis, ah oui, non, mais t'inquiète pas, ça va pas se passer comme ça. Mais si, en fait, avec des jeunes enfants, c'est pas comme quand t'es célibataire ou que t'es en couple et que t'es complètement mobile et que tu fais ce que tu veux. Bah non, là, t'es contrainte, t'as les siestes, les trucs et tout. Donc lui, déjà, il alerte rouge sans penser à autre chose. Il s'est dit non, on est crevé, c'est pas pour aller se promener à travers le monde. Laisse tomber. Ensuite, on s'est dit, il m'a dit, ah non, puis en plus avec le travail. Non, mais comment tu vas faire avec ton travail? Non, on vient d'arriver à Montpellier, c'est le Covid et tout, c'est compliqué, ils voudront jamais, etc. Voilà. Ok, donc je voyais le mur, tu vois, qui se rapprochait. Je me suis dit, mais on va jamais y arriver. Et plus il me disait non, et plus j'imaginais du coup que ça ne se fasse pas. Et plus je me disais, mais non, mais en fait, c'est pas possible, moi. Déjà, j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment besoin de m'évader. Et en plus, j'étais convaincue que que ça serait une expérience formidable pour notre famille. Parce que, et ça, c'est revenu de temps en temps dans nos échanges, parce que je lâchais pas le morceau et je lui disais, mais si, mais tu te rends pas compte, il faut que tu te projettes, ça va être génial et tout. Et il me disait, mais quelque part, ton acharnement, est un peu égoïste quand même. Parce que il me disait, moi, j'ai pas envie de ça. Et j'étais quand même intimement, absolument convaincue que lui, il avait plein de pensées limitantes et plein de choses qui le contraignaient, qui l'empêchaient de se projeter. Et moi, j'étais sûre que ça allait être vraiment une expérience extraordinaire. Donc oui, j'ai persévéré, et puis après, évidemment, quand il a commencé à entrebâiller la porte, il m'a dit, mais ok, bah écoute, tu me fais un tableau Excel avec un budget, et puis on va voir. Et là, l'argent, ça va être tout, d'accord. Là, ça a été oui, d'accord, bon bah va falloir économiser, on va se mettre en mode projet, calendrier, planning, programme. Et voilà, et ça s'est organisé comme ça. Et puis j'en parlais tous les jours. Donc il y a un moment, il a bien compris que il y réchapperait pas. Et tu crois qu'il a un peu abdiqué, ou qu'il a quand même été de plus en plus convaincu? Un peu des deux. Je pense qu'il a compris que je renoncerais pas. Et puis je pense qu'en se projetant, il s'est dit quand même, bon, on va quand même vivre l'expérience, c'est important pour elle, c'est pas... je lui proposais quand même de voyager et d'aller s'émerveiller de ce que le monde nous offre. Donc, bon, il a quand même fini par être convaincu, mais c'est vrai qu'il avait quand même du mal à se projeter. Mais comme il s'occupait déjà des enfants, parce que je peux entendre un papa au foyer qui dit, écoute, là, moi, je suis rincée déjà de notre vie ici, on va pas venir s'ajouter ça en plus. Il a pas entrevu quand même l'aide que tu allais lui apporter, parce que toi, du coup, tu allais devoir trouver une solution pour ton travail, mais ça veut dire arrêter de travailler pendant cette période-là. Ça veut dire être deux à s'occuper des enfants.
Oui, je dirais quand même que dans le quotidien, on était deux, mais c'est vrai que non, lui c'est quelqu'un. Alors on est très complémentaires parce que moi j'ai un projet tous les jours, j'ai un nouveau projet comme ça qui germe tous les jours, et lui à chaque fois je m'envole très haut sur mon petit nuage, et puis lui tout de suite il me dit mais attends, tu as réfléchi? Est-ce que ça rentre dans ton planning? Est-ce que ça rentre dans ton budget? Est-ce que tu penses pas que ceci cela? Donc voilà, je redescends un peu, et puis du coup lui et moi on arrive à se connecter à un moment et à trouver des solutions qui nous permettent quand même de viabiliser les choses, on va dire. Mais après j'ai aussi entendu ces réticences et ces peurs en fait, et ça nous a permis aussi d'organiser ce premier voyage en fonction de de ce que lui, de ce dont lui ne voulait pas, et de ce qui l'effrayait. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit on va essayer de partir et d'y aller cool, sans pression. On se pose, on respecte le rythme des enfants, parce que s'ils sont crevés et que on veut voir plein de choses, en fait ça va être éprouvant pour tout le monde. Donc on y va tranquillement. On louait des maisons ou des appartements, et on était vraiment on avait vraiment envie que les choses se passent de manière sereine, de manière posée, et de pas aller vers quelque chose qui allait nous éprouver en fait. On voulait vraiment savourer ce voyage, et donc on s'est organisé en conséquence. Et du coup, vous n'êtes pas du tout allé dans des endroits que vous connaissiez, parce que toi, tu avais dit que tu avais donc pas mal voyagé en Asie, lui en Amérique du Sud, avant de vous rencontrer. Vous n'êtes pas dit à un moment que ça allait être confortable d'être dans des endroits qui étaient familiers peut-être à l'un ou à l'autre? Non, parce que les Baléares, ça reste nos voisins. Enfin, oui, c'est les Espagnols. On n'a pas trouvé qu'on allait s'exposer particulièrement à des difficultés liées à la méconnaissance du pays. Oui. Okay. La seule destination où on s'est dit comment ça va se passer, c'est le Mexique. Ouais. Moi, j'y étais déjà allée. J'avais d'ailleurs pas eu un souvenir extraordinaire du Mexique. J'étais allée à Mexico City, et je me rappelle un peu de ce climat d'insécurité. Bon. Et lui n'avait pas fait le Mexique, et il m'a dit mais j'ai trop envie d'aller au Mexique et tout. Bon, d'accord. Déjà si t'es partant pour voyager, on va aller où tu veux aller. Et on est allé au Mexique, et en fait non, ça a été super. Ça a été super. Donc tu as dû un petit peu batailler déjà en interne, j'ai envie de dire. Avec ton mari. Est-ce que tu as rencontré aussi des freins et tu t'es retrouvée heurtée à des pensées limitantes ou des peurs de ton entourage ou d'autres gens? Oui, complètement. En fait, il y a déjà quand tu as un projet de voyage comme ça, il y a les pensées limitantes que toi-même tu as, et c'est normal, hein, tu te poses plein de questions sur comment on fait au niveau du budget, au niveau combien ça coûte, comment on s'organise avec le boulot, qu'est-ce qu'on fait de la maison, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on la loue, oh là là, louer sa résidence principale, etc., mon chez moi. Bon, il y a plein de choses qui viennent un peu où tu te dis faut vraiment que je sois motivée, parce que ça te paraît être une montagne en fait de comment dire, pas forcément de difficultés, mais en tout cas de choses à gérer. Et ensuite, tu as donc tes propres pensées limitantes, et tu as celles des autres. Et en l'occurrence, qui ne sont pas forcément les mêmes que les tiennes. Donc en fait, ça ne fait que s'ajouter, et tu te dis mais est-ce que vraiment je vais me lancer dans cette aventure? Et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce thème-là, parce que si on avait écouté nos peurs et qu'on avait écouté les peurs des autres, on l'aurait pas fait, et on serait passé à côté de deux expériences fantastiques. Et c'est pas que des expériences, ces voyages, parce que c'est des voyages qui te construisent. Tu vois, c'est vraiment des caps que tu prends dans ta vie, et tu évolues en fonction de ce que tu as vécu. Et donc je me dis si on n'avait pas fait ça aujourd'hui, on serait
différent, mes enfants seraient différents et ça serait vraiment dommage. Et donc pour répondre à ta question, excuse-moi, j'extrapole. Il y avait effectivement les peurs que les autres projetaient sur nous. Et moi, ce qui m'a touchée lors de ce premier projet de voyage, c'est les peurs que notre famille proche a pu avoir. De mon côté, dans ma famille, nos amis, tout ça, ils ont quand même assez bien accueilli le projet. Bon, mes parents, c'est normal, hein, en tant que parents, c'était bon, on n'est pas très rassurés, mais bon, si tu nous dis que tu veux y aller, on va pas t'en empêcher, hein, on respecte. Donc voilà, on sentait qu'ils étaient moyennement enchantés quand même, en plus de pas voir leurs petits enfants, tout ça. Bon, ouais. Mais bon, ils savaient qu'on est des adultes responsables et puis que finalement notre vie nous appartient. Et donc ils ont respecté ça. Mais du côté de ma belle famille, ça a été plus compliqué. Par exemple, ma belle maman, j'ai compris que en fait elle a eu très peur. Elle a eu très peur de ne plus nous avoir pendant une année, de plus voir ses enfants. En plus, encore une fois, c'était la période Covid et ça a été une période très anxiogène pour les seniors. Ouais. Donc là, ça a été ça a été très compliqué pour elle. Et donc, je me rappelle de choses qu'elle nous a dites qui ont été dures. Elle nous a dit mais tu te rends compte, ça va être tellement compliqué pour les enfants. Moi, j'ai ma copine, elle est psychologue pour enfants. Elle m'a dit que c'était irresponsable ce que vous faisiez. C'est irresponsable de voyager comme ça. Donc, bon, alors, mon mari me dit oui, mais tu sais, mais elle a peur et tout. Donc oui, on comprend, bien sûr. Je sais qu'elle a peur, mais c'est vrai que quand toi, t'es dans ton projet de voyage et puis que déjà toi-même t'as peur et qu'on te dit que t'es irresponsable vis-à-vis de tes enfants de vouloir leur offrir un voyage à l'autre bout du monde. Bon, du coup ça passe un petit peu difficilement. Mais après voilà, ce n'est que l'expression de la peur en fait. C'était le cœur de la mamie qui parlait et puis après voilà, c'est d'autres discours sur mais leur scolarité. La scolarité des enfants, tu te rends compte? Bah oui, je me rends compte, ils sont en maternelle. Je pense pas que ça va impacter leur vie. Je pense que l'école de la vie, c'est bien aussi et qu'il y aura pas trop de problèmes du côté de la maternelle. Et ce qu'on nous a argué aussi, c'était oui, mais du coup, ils vont être, ça va impacter leur socialisation quand même. Alors bon oui, mais enfin on part voyager, on va pas être coupé du monde, hein, ça va aller aussi de ce point de vue-là. Et au contraire, ça leur apprend à s'adapter rapidement dans des environnements qu'ils ne connaissent pas, dans des langues qu'ils ne connaissent pas, c'est au contraire extrêmement formateur d'un point de vue sociabilisation quoi. Donc ouais, il y avait ces choses-là, puis après il y avait c'était pas forcément des peurs, mais c'est quand on en parlait avec certains copains, c'était mais c'est dommage de voyager quand ils sont petits, ils auront aucun souvenir. et en fait, pour moi, c'était tellement plus profond que ça. C'était tellement plus profond qu'un album photo d'aller de faire ce voyage que je trouvais l'argument trop léger quoi. Et du coup, je leur expliquais, oui, mais en fait, les souvenirs, mais peu importe s'ils en ont pas. Ce qui m'importe, moi, c'est que qu'ils grandissent avec ce voyage. Ils vont se construire, ils vont grandir. Donc, c'est pas bien grave s'ils se rappellent pas que on est allé voir la Statue de la Liberté, ou qu'ils ont vu des crocodiles. Enfin, et en l'occurrence, ils se rappellent bien de ce voyage. Donc voilà, mais c'est bon. Après, quand t'annonces que tu pars comme ça, voyager avec tes petits loulous, forcément, c'est pas le quotidien de tout le monde. Bien qu'après sur les routes, tu rencontres plein de gens et tu te dis mais si, en fait, tout le monde fait ça. Mais dans ton entourage, pas forcément. Et c'est vrai que tout le monde y va de son ressenti spontané, quoi. C'est soit mais c'est génial, soit oh là là, mais vous êtes fous. Donc voilà, mais c'est vrai que les peurs que projettent les gens
sur nous, quand ça vient de la famille, c'est plus impactant et c'est plus difficile à gérer, quoi. Parce que du coup, par exemple, sur les repas de famille ou quoi, bon ben, nous on était super contents. À chaque fois qu'on franchissait une étape, on prenait les billets d'avion, on réservait un logement, ou on était trop contents, on avait envie de le partager. Et bon bah avec certains proches, on pouvait pas forcément trop en parler parce que c'était un peu le sujet tendu. Donc voilà, mais bon, ça s'est fait. Est-ce qu'à un moment vous avez douté à tel point que vous vous êtes dit bon peut-être qu'il faut qu'on décale un peu dans le temps, peut-être qu'il faut qu'on change d'axe, qu'on parte moins longtemps, etc. Est-ce qu'à un moment ça vous a remis un petit peu des doutes dans ce sens-là, dans le sens de changer un peu le projet? Alors non, je dirais non. Moi jamais. Guillaume non plus. Guillaume, même lui qui était pas trop chaud quand même à la base. Ouais. Il avait dit ok on y va. Il est resté avec ça quoi et. Ouais. Une fois que c'était décidé, il s'est mis en mode voyage et il a fait beaucoup d'ailleurs. Hein, il a beaucoup organisé de choses avec moi. Non, après la seule. Je dirais pas que ça a été une inquiétude, mais il y a un moment quand même, je me suis posé la question. C'était sur l'itinéraire, parce qu'à l'époque, voilà, période Covid, il y avait des pays qui étaient fermés, donc il a fallu aussi qu'on s'adapte en fonction des pays qu'on pouvait faire. Et quand on a choisi le Mexique, moi j'ai mon frère qui vit au nord du Québec, donc il est vraiment dans un endroit très reculé. Où il y a très peu de criminalité. Enfin, ils sont vraiment dans un lieu, voilà, dans la nature, très protégé, etc. Et lui m'a dit, oh, mais tu vas au Mexique, mais t'as pas peur, mais tu te rends pas compte, mais c'est pas du tout safe. Tu te rends compte les risques que tu prends avec tes enfants. Mais jamais j'emmènerai mes enfants au Mexique et tout. Et donc je lui ai dit, mais enfin Thomas, si je pensais mettre mes enfants en danger, je n'irais pas. Ouais. Mais en fait, je lui ai dit, mais est-ce que toi, t'es déjà allé au Mexique? Bah non. Bon, bah voilà. Enfin, il y a un moment, encore une fois, c'est la peur. Les gens, ils parlent de finalement ce qu'ils ne connaissent pas vraiment. Et c'est eux qui te font, soit qui te font douter, soit qui te font te questionner. Et pour le coup, quand on est arrivé au Mexique, donc on a atterri à Cancun et on voulait évidemment pas rester très longtemps sur cette zone-là. Et alors lui se tenait très au courant de l'actualité. Il était connecté lui aux informations. Nous, on était déconnectés, on s'occupait pas de ça. Mais il m'a dit, t'as vu, il y a une fusillade et tout à Cancun, il y a eu un règlement de compte et tout. Oui, bah t'inquiète pas, on est parti, on est à Campeche là, mais on est toujours au Mexique, mais on est. Donc voilà, et même en étant sur place, même en envoyant des photos, tout ça, bon ben ça restait quand même une crainte pour lui. Mais non, moi il y a un moment je me suis dit ah mince quand même, ouais, est-ce que vraiment je suis irresponsable, est-ce que vraiment est-ce que le Mexique on devrait pas écarter la destination? Et puis non, en fait, ça a été non. Et ça nous a effleuré les et non. Je trouve que parfois, les questions et les remarques comme ça qu'on peut entendre quand on prépare ce genre de projet, je trouve qu'il y a un peu deux types. Il y en a qui sont tellement catégoriques et radicales que tu te dis, bon, ok, j'en tiens pas compte parce que sinon je vais rien faire, j'abandonne. Et il y en a d'autres, je trouve que ça peut te permettre un petit peu, bah, toi, finalement, de te dire, ah, tiens, j'avais peut-être pas pensé à ça, peut-être qu'il a raison, c'est peut-être plus dangereux que ce que je pensais, et ça va te permettre de faire plus de recherches, de mieux préparer quelque part. Oui. Il y a un peu des deux, je trouve. Comment tu as fait, du coup, pour toi rester sûr de toi? Enfin, est-ce que tu as cherché des informations particulières? Comment vous avez géré ça? Ou est-ce que vous êtes dit, ok, non, nous on a décidé ça, on fait ça, un point, c'est tout, tant pis pour eux? Ou est-ce que du coup, il y a quand même certains moments où tu t'es dit, bon, il faut peut-être que je me renseigne un peu plus sur telle ou telle chose. Enfin, comment vous avez géré ça? Alors, sur le Mexique, avant de partir, étant donné que moi, j'avais quand même gardé un souvenir pas super de mon expérience à Mexico City, je savais que c'était oui, qu'il y avait du danger quand même dans certaines parties du Mexique. Donc, on a consulté les cartes là de sécurité sur le ministère. Mais en fait, on avait conscience déjà de par notre
petit passé de voyageur, on avait conscience que il y a des choses qui nous paraissent parfois alarmistes. Et quand t'es dans le pays, tu te rends compte que c'est pas si dramatique que ça. Ouais. Mais après, voilà, t'es quand même aussi responsable. T'as tes enfants et puis tu fais quand même attention. Il y a une fois où, du coup, au Mexique, on voulait, on y restait quasiment 4 mois et on n'avait pas prévu d'y rester aussi longtemps. On voulait partir du côté du Belize, on voulait aller au Panama, tout ça. Bon, il s'avère qu'on est resté au Mexique pour une question de budget parce que c'était plus cher que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, du coup, on est resté sur place. Mais dans ce projet comme ça de poursuivre un peu, de bouger du Mexique. Moi, je regardais les pays tout autour, et puis tu rencontres beaucoup de familles voyageuses, et ils te disent nous là on revient du Guatemala, c'était génial. Nous on est allé là, on a fait ci, on a fait ça. Et donc j'ai dit à mon mari ce qui serait super, c'est de regarder s'il y a pas un bus ou si on peut pas y aller un petit peu en itinérant comme ça, on traverse tous les pays jusqu'au Panama et tout. Et là il m'a dit non, je pense que pour le coup là, on prendrait des risques plutôt pour nous, trop importants avec les enfants, tout ça. Donc non, là on va se calmer. Calme-toi, chérie. Mais non, mais parfois, tu vois, le danger, il vient pas de là où on pense, parce que par exemple au Mexique, donc on a rencontré énormément de familles de plein de pays différents avec des enfants en bas âge, et on avait sympathisé avec un couple qui avait décidé de sillonner le Mexique en vélo. Donc ils avaient fait acheminer des vélos, des super vélos. Ils avaient 2 enfants et tout. Bref, ils faisaient leur petit road trip. Et en fait, ils nous ont raconté. Donc nous, on était là, mais attends, les vélos, voilà, ça va en termes de sécurité et tout. Vous êtes pas fait, je sais pas. Visiblement, on vous les a pas volés, mais comment vous les garez? Vous avez des cadenas, des machins. Nous, on était plutôt sur cet aspect-là. Et eux, en fait, ils nous ont dit non, le seul truc de fou qui nous est arrivé, c'est que notre fille jouait dans le hamac, parce qu'il y a des hamacs partout. Elle jouait dans le hamac, elle s'est retournée et elle a eu un traumatisme crânien en tombant. Enfin, elle est tombée, elle a eu un trauma, okay. Elle a vomi, tout ça. Donc, on est allé à l'hôpital, elle a été très bien prise en charge, voilà, pas de conséquences, etc. Mais ça a été la seule mauvaise expérience de leur petit road trip en vélo. C'était les hamacs. Comme quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, nous là, pendant notre tour du monde, on a fait que des destinations quand même, je pense, assez touristiques. Mais pour les gens qui voyagent pas trop, il y avait notamment la Colombie qui a suscité énormément de questions, de remarques, de oh là là, la Colombie, mais vous n'avez pas peur, etc. Et en fait, je dirais que c'est un peu, mais c'est même comme en France. Quand tu vas à Paris, enfin moi j'habite à côté de Nantes. C'est pareil à Nantes. Quand tu vas à Marseille, il y a des quartiers où tu ne vas pas. Il y a certaines heures de la journée où tu ne te balades pas dans certains quartiers. Tu fais attention à ton sac, à ton téléphone. Tu tiens tes enfants par la main parce que parfois il y a de la circulation où c'est un peu n'importe quoi. Je dirais c'est un peu les mêmes. Déjà si t'appliques ces précautions d'usage déjà partout où tu vas, je pense que tu élimines déjà un très grand nombre de risques et de dangers. Ah mais complètement. Complètement. Et puis en plus de voyager avec des enfants, c'est un vrai passeport pour pour l'accès à la sympathie. Ton capital sympathie, il est au max avec tes enfants. En plus ils sont petits et plus les locaux ont vraiment ils ont cette sympathie spontanée. Et puis quand il y a des insécurités ou des problèmes de narcotrafic ou quoi, les locaux eux-mêmes en souffrent. Donc si jamais je pense que si on s'était aventuré dans un endroit qui était pas tip top, je pense que on aurait pu avoir des gens qui nous auraient dit non mais là c'est pas top avec les enfants ou quoi. Je me rappelle quand on est allé à Tulum, on voulait pas y rester longtemps parce qu'on savait que Tulum c'était pas toute la côte là du Quintana Roo, c'est pas la folie. On avait pris un taxi alors qu'il avait accepté de nous prendre parce que nous on parlait espagnol et il nous avait dit les Américains et tout qui font pas l'effort machin. Bon.
Ok, c'est gentil. Et puis en plus, on avait les enfants, donc ils nous avaient pris et ils nous avaient dit vers 1h du matin, il faut pas aller se balader dans Touloum. C'est pas super quoi. Donc on y est resté 3 jours, je crois. Et de toute façon, c'était pas prévu d'aller promener, de faire la tournée des pubs de Touloum à 3h du matin avec les enfants. Mais voilà, on avait quand même des petites mises en garde gentilles comme ça. Mais on ne s'est nous-mêmes jamais exposé à des situations compliquées quoi. Ouais. Mais c'est vrai aussi ce que tu dis, c'est que les gens te préviennent en fait, parce que quand même dans des pays ou dans des villes qu'on pourrait qualifier de dangereuses ou en tout cas qui ont cette image-là, 99% de la population qui y vit est tout à fait normale, a une vie classique, etc. Et donc ils vont te dire, nous à plein d'endroits aussi en Amérique du Sud, on nous a dit, c'était souvent la recommandation, c'était attention au téléphone. Quand on était arrivé à Lima, on était arrivé de nuit. Le chauffeur de taxi qui nous a amené de l'aéroport jusqu'à notre hôtel, il nous avait mis en garde sur certains quartiers, n'allez pas là. Et à chaque fois, c'était de nuit. Donc c'est vrai, quand on voyage en famille, c'est quand même assez rare qu'on se balade la nuit en fait dans des quartiers malfamés. Déjà de base, c'est rarement le projet. Après, ça peut arriver parce que tu vas à un spectacle, tu vas à un truc et ils te mettent en garde sur la manière dont c'est bien de rentrer. Mais ils te mettent en garde en fait. Et c'est vrai que les gens sont là, et t'aident aussi. Tu te retrouves pas tout à coup dans un traquenard, un quartier malfamé avec des gens qui sont prêts à te voler tout ce que tu as et puis au passage à te filer 3 coups de pied dans les côtes. En fait, c'est hyper rare que ça arrive, ça. Hein, c'est clair. Mais je pense que les gens ils ont ces peurs et c'est normal. Ouais. Et mon frère, en l'occurrence, pour le Mexique, il m'en a beaucoup parlé. Et puis quand on est arrivé à New York, parce qu'on n'était jamais allé à New York, on a fait une petite semaine à New York. Là il m'a rien dit, alors qu'en fait c'était bien plus dangereux que le Mexique. Mais bon, on a fait encore plus attention à New York et ça s'est aussi très bien passé. Mais bon, après oui, on reste vigilant. Il y a beaucoup de bon sens aussi. Et puis en tout cas tout s'est très bien passé pour nous. On a eu aucun problème pendant ce voyage. Le plus dramatique qu'on ait eu, c'était une petite grippe intestinale. Oui, voilà. Bon, ça peut arriver, c'est arrivé, évidemment, ça peut arriver. Du coup, est-ce que votre entourage a été un peu plus conciliant, je dirais, quand vous avez annoncé votre deuxième projet? Oui, pour plein de raisons. La première, c'est que on n'était pas loin. Ouais. Palma, c'est de Montpellier, c'est même pas 1 heure d'avion. Nous, on y était allés en bateau. C'est 8 heures de bateau. Enfin, c'est très safe. Palma, vraiment, c'est un environnement très international. C'est pas donné. Ça, on a été assez surpris. On s'attendait pas à ce que ce soit si cher, mais c'est très c'était très safe, c'était pas loin, c'était ça cochait un peu toutes les cases pour rassurer les gens. Et puis nous aussi parce qu'on s'est dit aussi, c'est vrai que s'il y a une urgence avec les papis-mamies ou avec n'importe qui, s'il faut qu'on remonte précipitamment, on n'est pas loin. Que si on était parti 1 an en Nouvelle-Zélande, c'est sûr que la distance, elle peut être plus problématique à gérer que quand tu pars à côté. Donc non, je pense que là, ils étaient bien rassurés. Puis ils se sont dit c'est bon, ils ont survécu à un premier voyage. là, ça ira bien. Et du coup, ils sont venus vous voir peut-être, non, à Palma? Oui. On a eu pas mal de visites, des amis, de la famille, et ça fait du bien, ça aussi, parce que quand tu voyages et que tu vis des choses extraordinaires comme ça a pu être le cas sur les 2 voyages, mais le premier, c'était vraiment particulièrement intense en termes de beauté et d'émerveillement. Du coup, t'as envie de le partager, mais quand t'es loin, c'est plus compliqué pour les gens de te rejoindre et ça peut générer une petite frustration, d'autant que quand tu rentres, tu racontes ton voyage, t'es animé parce que t'as vécu, qui était une expérience folle et tout, et puis les gens en face de toi, ils ont pas vécu ça, donc ils ont pas la même excitation, le même ressenti que toi, donc tu peux avoir un peu parfois cette frustration ou ce sentiment d'incompréhension vis-à-vis
des gens qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Alors que là, on a quand même eu pas mal de visites et ça fait vraiment du bien parce qu'après tu retrouves tes amis, tout ça, et t'as des souvenirs communs, des expériences communes à partager. Et puis ça fait du bien aussi à ton couple parce que du coup, quand t'es en voyage, t'as personne pour t'aider de temps en temps ou t'aider avec les enfants ou tu peux pas te faire un petit restaurant tête à tête. Donc là, il y avait quand même la petite bouffée d'oxygène. Les potes qui sont venus, qui ont emmené mon mari un petit peu se promener, faire la tournée des bars d'1h du matin qu'il a pas pu faire à Touloum. Non, mais là, ça fait du bien d'avoir les amis, la famille qui viennent quand même te voir. C'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Et les enfants, du coup, comment est-ce qu'ils ont réagi? Bon, le premier voyage, ils étaient encore petits, hein, ils étaient tous les deux en maternelle, tu disais tout à l'heure. À l'idée, comment ça s'est passé et puis comment ils ont réagi à l'idée d'un deuxième long voyage? Alors, extrêmement bien. Et ça, c'est vrai que c'est important de le souligner parce que on a souvent plein de craintes vis-à-vis des enfants où on se dit mais est-ce que ça va pas les perturber, comment ils vont vivre le retour, le machin, se réadapter, etc. Mais en fait, les enfants, ils sont beaucoup plus faciles que les adultes à gérer. Ouais. C'est d'une simplicité avec eux. En fait, je dirais qu'ils se posent pas toutes les questions que nous on se pose. Et je dirais que surtout quand ils sont petits, tant qu'ils sont avec papa, maman, mais ils suivent. Donc eux, c'était normal en fait. On leur disait, là on va prendre le bateau, là on va faire 6 heures de bus, on va faire ci, on va faire ça, on change de pays. Alors sur le premier voyage, ville, pays, continent, ils comprenaient pas forcément ce que ça voulait dire, mais ils ont tellement bien vécu le premier voyage. Ils ont été très 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 contents de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont de tout ce qu'ils ont vécu. Ils étaient avec nous, on était bien. Du coup, le deuxième voyage, quand on leur a dit, on repart. Puis ça dépend aussi comment on présente les choses. Mais moi, je leur avais dit, je vous ai trouvé une super école. Vous allez pouvoir grimper dans les arbres à la récré et tout. Ah ouais, c'est génial. Ah ben oui. Et puis Amalia, la petite dernière, elle n'a pas encore fait de grand voyage. Vous êtes des petits voyageurs. Vous allez l'accompagner, vous allez la rassurer si jamais elle a des craintes et tout. Et donc ils étaient là. Ah ouais, super. C'est trop bien. Et la barrière de la langue ou quoi. Enfin c'est même pas une barrière, ça peut être éventuellement un tout petit frein pour rentrer plus vite en connexion. Mais les enfants, mais même quand ils se comprennent pas, une voiture dans le sable, c'est bon, c'est un langage international. Ils ont très très bien vécu ce voyage. Alors évidemment, comme nous, ils sont contents aussi de rentrer, de retrouver les copains, de retrouver la famille, de retrouver leur maison. Mais si on leur disait l'année prochaine on y retourne, ok. Enfin, je dirais pas que c'est une normalité pour eux, mais je dirais que c'est une belle expérience. Ils suivent, vraiment ils se posent pas toutes les questions. Et je dirais même que dans l'émerveillement qu'on a aussi, c'est à double tranchant parce que je me rappelle d'une fois au Mexique où on entendait un toc 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 à la fenêtre. Et puis, on s'est tous mis à la fenêtre, on s'est rendu compte que c'était un toucan qui venait toquer et tous les matins, quasiment, il était à la fenêtre. Moi, je me disais, mais attends, un toucan qui vient toquer à ta fenêtre, c'est quand même extraordinaire, quoi, comme expérience. Mais en fait, eux, que ce soit un toucan, un perroquet ou un pigeon ou une mésange, si c'est la première fois pour eux qu'ils voient cet animal-là, c'est super, mais ils vont pas avoir la même... tu vois, le même, c'est pas pareil non plus pour eux à ce niveau-là. Enfin, c'est super, mais voilà. Pas compte du caractère exceptionnel, quoi. C'est exactement. Inédit par rapport à ce que leurs copains, leurs cousins peuvent vivre. C'est ça. Donc non, ils s'adaptent super bien. Et après, je pense que moi aujourd'hui, mon aînée, elle a 9 ans. Je sais pas, et là, faudrait écouter des témoignages d'autres familles, mais sur un premier voyage, quand l'enfant il a 14-15 ans. Je sais pas dire si ça se passerait aussi facilement que là avec mes enfants si jeunes, ça a pu se passer. Ça, je sais pas. Écoute, je te propose d'écouter la capsule que je publierai la semaine prochaine. Parce que moi, je vais parler justement du ressenti de mes enfants pendant notre année de voyage autour du monde. Génial. Enfants, ils avaient 9 et 11 ans quand on est partis, donc 10 et 12
en rentrant, 12 et demi même pour le plus grand. Ouais. Et c'est pas exactement le même ressenti. Moi, mes enfants, là, si je leur dis dans un an, on repart, ils disent non. C'est catégorique. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de choses de leur vie quand même qui leur manquent, qui sont très attachés à la vie au collège, les copains, les activités sportives. Et c'est pas facile, c'est moins facile à cet âge-là de faire des choses qui sortent du rang, qui sortent de l'ordinaire, quoi, qui les différencient autant. Mais je pense en effet que quand ils sont plus jeunes, tant qu'ils sont avec leurs parents, c'est tout ce qui compte finalement. Ouais. Ils seront contents de retrouver les copains, les papis-mamies, enfin tous les gens avec qui ils ont des relations particulières quand ils rentrent. Mais tant qu'il y a les parents, en fait, ils ont tout leur monde. Oui. Quand ils sont plus grands, non, leur monde s'est déjà élargi et donc on les arrache à des choses auxquelles ils tiennent vraiment beaucoup, qui participent à leur équilibre et leur épanouissement, je pense. Et donc, c'est un petit peu différent. Mais ça n'empêche que nous, on a rencontré aussi des familles avec des grands enfants. C'était aussi le premier voyage. C'est pas des enfants qui avaient baigné là-dedans depuis qu'ils étaient tout petits. Et ils étaient ravis. À 13-14 ans, ils étaient ravis. Donc, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité. Ouais. Yeah. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle de la maîtresse qui était quand Maë était en petite section. Sa maîtresse de petite section, donc on avait annoncé qu'on partait en voyage. Et elle nous avait dit, mais c'est génial. Vous avez bien raison de le faire quand ils sont petits. Elle avait vu une expérience similaire, plus jeune, avec son mari et ses enfants, ils étaient partis sur un voilier, tout ça. Et elle nous avait dit, vous allez voir, c'est une expérience fantastique. Et vous avez raison de le faire quand ils sont jeunes, parce qu'après, mais ils veulent plus de vous. Les enfants, une fois qu'ils sont ados, mais ils ont pas envie de partir avec vous, ils ont envie de partir avec leurs copains. Et je m'étais dit, ah ouais, c'est vrai, bon, on va vraiment y aller maintenant, alors. En plus, quelqu'un qui vous encourageait à le faire, à ce moment-là, ça devait faire du bien aussi. Oui, complètement. Ouais, ça faisait du bien de rencontrer des gens, mais surtout du personnel enseignant qui me disent, mais c'est génial, faites-le et tout. Ouais, j'imagine. Lors de vos 2 voyages, plus particulièrement le dernier, vous voyagez quand même assez lentement. Vous restez longtemps dans un pays. Le dernier voyage, c'est 10 mois à Palma de Majorque. Ça s'apparente quand même plus à de l'émigration, de l'installation en Espagne pour le coup. Pourquoi est-ce que vous revenez chez vous ? Eh bien, écoute, tu demanderas à mon mari. Si c'était moi, je partirais tout le temps. Clairement, j'ai plus envie que lui. J'ai plus la bougeotte, on va dire. Mais tu vois, notre maison, c'est un peu notre rocher. C'est un peu le rocher. C'est un peu l'endroit où on a nos repères. C'est notre stabilité. C'est c'est notre ancrage en fait. Et puis je pense aussi que mon mari n'est pas lui il est pas prêt à partir plus que éventuellement 2 ans. Tu vois, il aime en fait il aime son pays, il aime les paysages, il aime bien manger, il aime bien manger. Il aime la gastronomie française, il se sent bien en fait en France. Il se sent bien et puis il est heureux ici quoi. Il a toutes ses attaches, ses amis, sa famille, etc. Moi c'est pareil. On a la chance d'avoir de très bien entouré, de très très bien s'entendre dans nos familles, tout ça. On a un très bon équilibre familial et amical. Mais c'est vrai que pour moi, tout ce que la planète peut offrir en termes de beauté, de tout ce à quoi s'apparentent les voyages, ces expériences en famille. C'est pas toujours rose, mais c'est aussi très constructif. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit et qui, j'ai du mal à m'en passer. Si demain mon mari me disait, écoute, vraiment c'est bon, maintenant on a assez voyagé, ça a été une super expérience, mais maintenant on va se poser et je veux vraiment qu'on reste là et qu'on arrête les voyages. Je pense que si c'est un cri du cœur pour l'équilibre familial, il faut aussi écouter l'autre et tenir compte de ses besoins. Mais j'avoue que ça serait quelque chose de dur pour moi. Ça serait vraiment vraiment dur. Je trouve que les voyages apportent quelque chose dans la vie. C'est ce qui fait que, je dis pas ça souvent, mais parfois je me dis, si je dois mourir demain, franchement, j'aurais quand même fait des choses incroyables et surtout,
j'aurais eu l'impression de donner tout ce qui me paraissait être le plus important à mes enfants. Tu vois, cette disponibilité, cette présence, cet accompagnement à travers différentes expériences, d'avoir été vraiment présente pour vivre des choses intenses en famille, c'est fondamental pour moi. Est-ce que, alors je dis tu ou peut-être vous avez de nouveaux projets de ce genre? Oui, on aimerait bien repartir d'ici 3 ans. On a beaucoup aimé notre expérience à Palma. Donc, on aimerait bien y retourner, mais je sais pas. Disons qu'il peut se passer plein de choses d'ici 3 ans, mais ouais, on a plutôt ce cap-là de retourner sur Palma, d'y rester peut-être 1 ou 2 ans. Enfin, ouais, peut-être plus 2 ans, parce qu'on a eu un sentiment de pas assez quand même en partant. Ah oui. Donc on y retournerait bien. Et là, vous êtes raccord avec Guillaume? Oui. Là, on est raccord. Là, il a beaucoup aimé son expérience à Palma. Donc, on va voir. Mais là, en revanche, il y a plus de bébé. Donc, il y a plus de congé parental ou congé mat ou quoi. Donc, il va falloir que je vois comment je m'organise. Et puis, au niveau de mon travail, je sais pas si on a le temps d'aborder ce sujet, mais j'aimerais quand même signaler que c'est vrai que ça peut être une vraie source de préoccupation. Moi, je suis dans une grande entreprise, où sauf à faire une grosse faute, je suis quand même dans un cadre assez protégé où je ne crains pas d'utiliser ce que le droit français met à la disposition de tous, c'est-à-dire des congés sabbatiques, etc. Mais c'est vrai que c'est pas sans conséquence quand même de poser comme ça des congés tous les 3 ans, voire moins, parce qu'avec les congés maternité, ça a été comment dire, ça a pas été sans impact au niveau du travail. Clairement, quand tu t'arrives, que tu dis je pars en congé sabbatique, il va falloir qu'on se passe de toi pendant quasiment 1 an. Faut assurer une passation. Moi, j'avais un poste dans la gestion de projet avec une gestion de portefeuille important, de projets complexes. Donc personne n'est irremplaçable, mais ça peut être impactant pour une entreprise. Et encore plus quand c'est une petite entreprise. Du coup, voilà, tu reviens. Oui, mais je vais repartir en congé maternité. Voilà, je reviens, mais pas longtemps. Et puis donc tu repars, et puis tu reviens. Et puis oui, mais alors du coup, je repars en congé parental dans quelques mois. Enfin, pour une entreprise, c'est compliqué aussi d'organiser de gérer un salarié comme ça qui pose des congés, qui vient, qui part, et en même temps. J'y ai droit, donc j'en profite. Je vais forcément donner la priorité à ma vie personnelle plutôt qu'à mon travail. Donc c'est pas sans conséquence, parce qu'après au niveau RH, les gens savent pas trop quoi faire de toi. Tu reviens, tu repars, t'as un poste à responsabilité, mais on peut pas te confier de nouveau des missions qui peuvent aussi avoir un impact sur dans le cadre du travail. Donc c'est quand même, en tout cas en ce qui me concerne, un peu une mise au placard sur mon dernier retour là. Et c'est vrai que voyager comme ça, il peut y avoir des conséquences, que ce soit sur un équilibre familial quand tout le monde ne le vit pas de la même manière, ou sur un plan professionnel. Voilà, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps, quoi. En plus, en tant que femme, il faut encore à chaque fois que tu fasses tes preuves, parce que tu pars en congé maternité, tu t'absentes, du coup, quand tu reviens, t'as été absente longtemps, à croire que, tu sais, t'es plus bonne à rien, tu fais des enfants, tu reviens, t'es plus bonne à rien. On a oublié que t'étais compétente. J'ai la chance de pouvoir le faire, mais c'est voilà, ça peut s'accompagner d'un certain nombre de conséquences. Voilà. C'est un peu le revers de la médaille, on va dire, malheureusement. Et est-ce que ça entache les projets jusqu'à ce que tu te dises ok, maintenant c'est terminé? J'ai l'impression que non, mais non. Ça valait quand même le coup. Oui, complètement. Parce que je pense que si je devais m'empêcher de le faire pour prioriser mon travail, sauf à ce que mon travail m'épanouisse d'une manière à considérer, en fait, me sacrifier, parce que moi je le vivrais comme un sacrifice, c'est pas, mon travail ne me le rendra pas. Alors que quelque part de mettre un peu à mal ma carrière
pour apporter ce que j'ai le sentiment qu'on a apporté à nos enfants et à notre famille en vivant ces 2 voyages-là, c'est incomparable. Dans la balance, il y a même pas de question à se poser. Bon, écoute, je te propose qu'on reste quand même sur ce bel élan. C'est important, je pense, tout ce que tu as dit, parce que on a montré, par ton témoignage, tu montres que c'est pas tout rose, ni dans la préparation, la projection, qu'on n'est pas toujours raccord au sein de la famille, Tout à fait. mais que voilà, le jeu en vaut la chandelle quand même, quoi. Oui, vraiment, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens suite au voyage qui m'ont dit j'aimerais tellement faire ce que tu fais. J'aimerais tellement, mais je sais pas comment je vais pouvoir m'organiser pour ci, pour ça. On va peut-être attendre que les enfants grandissent, on va peut-être faire ci, on va peut-être faire ça. Mais non, en fait, il faut pas attendre. Si vraiment on a envie de le faire, ça demande quand même un petit peu d'organisation. Et je dirais qu'il faut pas trop se polluer par toutes ces pensées qui peuvent venir nous freiner. C'est quelque chose ça serait tellement dommage de passer à côté d'une expérience comme ça fantastique. Tout ça parce qu'on se limite par nos peurs. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Et si je peux me permettre, j'ajouterai un tout petit truc. Je pense qu'il faut se faire confiance. Oui. Il faut se faire confiance à soi, à sa famille. Il faut avoir confiance aussi en ses enfants. Et il faut faire confiance à l'humain qu'on va rencontrer, quoi. Parce que il y a des gens pour nous mettre en garde là où il faut pas aller. Il y a des gens pour nous aider quand, même des fois, c'est des questions toutes bêtes qu'on a. On n'est pas toujours obligé d'avoir des problèmes insolubles et de devoir compter sur les gens, parce que souvent ça se passe bien quand même. Mais il y a des gens, qui vivent là où on va. Et donc, oui. Et donc ça se passe bien, il suffit de faire confiance, quoi. Exactement. Un grand merci, Jennifer. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton témoignage, pour tout ce que tu as apporté là à la communauté des parents voyageurs. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. Un grand merci à Jennifer pour vraiment ce témoignage qui, en effet, montre que tout n'est pas toujours tout rose, mais qu'on peut y arriver. Peut-être même qu'on doit y arriver quand c'est vraiment un projet qui nous anime. Eh bien, il faut passer au-delà de ces peurs et de ces pensées limitantes que nos proches nous imposent parfois. J'espère que cet épisode vous a plu et ne vous a pas découragé, mais en tout cas, il est là pour montrer ce que c'est aussi un long voyage avec parfois quelques petits inconvénients. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, vous l'avez entendu dans l'épisode, avec une capsule au sujet de notre tour du monde et dans 2 semaines avec une nouvelle interview. Allez, à très bientôt, ciao!